C'est le plus grand mystère de l'histoire moderne de l'aviation. Le 8 mars 2014, un Boeing 777 avec 239 personnes à bord a décollé normalement de l'aéroport international de Kuala Lumpur avant de sembler disparaître sans laisser de traces peu après. Même des années plus tard, l'appareil n'a toujours pas été retrouvé et tout le monde continue de se demander ce qui est réellement arrivé à cet avion. L'affaire était si incroyablement mystérieuse que les théories les plus folles se sont propagées à toute vitesse. Le vol MH370 a-t-il été enlevé par des extraterrestres? A-t-il été englouti par un trou noir? Ou l'appareil a-t-il été abattu en secret au-dessus d'une base militaire? Mais aujourd'hui, presque 12 ans plus tard, le mystère semble sur le point d'être élucidé grâce à des expertises de pointe, à de nouvelles analyses de données et à une flotte de robots sous-marins. Il ne manque plus qu'une toute dernière pièce du puzzle, l'épave elle-même. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer pourquoi la disparition du vol MH370 n'était probablement pas un accident, comment les enquêteurs ont reconstitué sa trajectoire et pourquoi la dernière opération de recherche de l'épave représente à ce jour la meilleure chance de faire toute la lumière sur cette affaire. Pour comprendre pourquoi nous sommes aujourd'hui presque certains que le mystère est sur le point d'être résolu, il faut d'abord revenir précisément au moment où l'avion a disparu. Le vol MH370 a décollé de Kuala Lumpur tout à fait normalement et devait rejoindre Pékin. Dans le cockpit se trouvait le commandant de bord expérimenté Zahari Ahmad Shah, âgé de 53 ans, et son jeune copilote Farik Abdulhamid. Tout s'est déroulé normalement jusqu'à ce que l'appareil atteigne la limite de l'espace aérien vietnamien à 1h19 du matin. Lors d'un dernier échange radio, le contrôle aérien malaisien l'a officiellement transféré au contrôle vietnamien. Et c'est là qu'intervient le détail crucial, celui que les enquêteurs considèrent aujourd'hui comme la pièce maîtresse. En l'espace de seulement 90 secondes, exactement au moment où l'appareil quittait l'espace aérien malaisien sans s'être encore signalé au contrôleur vietnamien, tout s'est joué. Le transpondeur a été coupé manuellement, rendant l'avion invisible pour le contrôle aérien civil. Ce genre de choses ne se produit pas à cause d'un accident ou d'un incendie à bord. C'était une action humaine, délibérée. Quelqu'un dans le cockpit voulait disparaître précisément dans ce bref angle mort. La suite peut être reconstituée grâce au radar militaire. Le Boeing 777 a effectué un virage brutal, a retraversé la Malaisie, puis a suivi avec précision les frontières entre les espaces aériens thaïlandais et malaisiens. Les experts appellent cette manœuvre le border hugging, autrement dit le fait de longer les frontières pour éviter d'être repéré. Celui qui volait ainsi cherche à ne pas être détecté. À ce moment-là, l'appareil était donc forcément contrôlé de manière active. Et un autre élément troublant donne des frissons. Lorsque l'avion a amorcé son virage serré au-dessus de l'île malaisienne de Penang, la région d'origine du commandant, une antenne relais au sol a brièvement capté, pendant quelques secondes, le téléphone du copilote Farik Abdulhamid. Et c'est en réalité un élément capital. Cela montre que l'appareil volait au moins temporairement à une altitude suffisamment basse pour recevoir un signal. Certains psychologues criminels y voient une possible motivation émotionnelle. Le pilote a-t-il voulu jeter un dernier regard vers son foyer avant de disparaître à jamais avec l'avion? Pendant longtemps, beaucoup ont pensé que l'appareil avait pu mettre le cap vers le nord, en direction du Kazakhstan. Mais cette énigme-là aussi est désormais résolue. Car même si le pilote a coupé tous les systèmes de communication, il a soit oublié d'en désactiver un, soit n'a pas pu le faire. Il s'agit des fameux handshakes du système satellite. Ce sont des signaux automatiques envoyés à intervalles réguliers à un satellite. En réalité, l'appareil a continué à envoyer un signal au satellite toutes les heures pendant encore 7 heures. Et à partir de ces données, une trajectoire claire a pu être reconstituée. Le MH370 a volé plein sud vers l'une des zones les plus profondes et les plus reculées de l'océan Indien jusqu'à épuisement du carburant. Et cette reconstitution ne repose pas seulement sur des données. Nous avons désormais aussi des preuves matérielles. Pendant longtemps, on n'a rien retrouvé. Puis l'océan a fini par livrer ses premiers indices sur les côtes. Plus précisément, c'est d'abord sur une plage de la Réunion qu'elle est apparue. On y a découvert un flaperon, une partie de l'aile de l'avion. L'analyse de ce débris par les experts français a marqué un tournant. Les bords de rupture étaient irréguliers et déformés, ce qui signifie que l'appareil n'a pas tenté d'amérissage contrôlé. Le Boeing a percuté la surface de l'eau à très grande vitesse, avec une violence extrême. D'autres morceaux de l'avion, dont une partie du stabilisateur horizontal, un capot de moteur et un volet, ont ensuite été retrouvés au Mozambique, en Afrique du Sud, à Maurice et en Tanzanie. Mais pourquoi l'appareil s'est-il écrasé ?
Pendant des années, les enquêteurs se sont opposés en deux camps. Le premier défendait ce qu'on appelle la théorie de l'hypoxie. Selon cette hypothèse, une défaillance technique aurait provoqué une dépressurisation de la cabine. Tout le monde à bord aurait perdu connaissance, et l'avion aurait ensuite poursuivi sa route en pilote automatique jusqu'à épuisement du carburant. Le second camp pensait à un meurtre-suicide. Autrement dit, le commandant aurait détourné l'appareil avant de l'écraser volontairement. Aujourd'hui, en l'an 2026, presque tout indique que c'est bien ce qui s'est passé. Les éléments contre la thèse de l'accident sont accablants, car un pilote inconscient ne peut pas faire suivre à un avion une trajectoire complexe en zigzag le long de frontières nationales. Et il ne peut pas non plus couper manuellement les systèmes. Mais la preuve la plus accablante est venue du simulateur de vol que le commandant Zahari possédait chez lui. Les enquêteurs ont réussi à récupérer des données supprimées, et ce qu'ils ont découvert a de quoi glacer le sang. Quelques semaines avant la disparition, le pilote avait programmé puis répété une trajectoire. Elle partait de Kuala Lumpur, traversait le détroit de Malacca, puis s'enfonçait loin dans le sud de l'océan Indien, jusqu'à l'endroit exact où le carburant aurait été épuisé. C'était en quelque sorte la répétition d'un meurtre de masse. Le pilote aurait également souffert de dépression et traversé des problèmes conjugaux. À ce stade, on peut donc dire avec un degré de certitude assez élevé que la disparition du vol MH370 était un acte délibéré. Le mystère n'est plus de savoir comment l'avion a disparu, mais où il se trouve. Et cela nous amène à aujourd'hui, et peut-être au plus grand espoir qu'il y ait jamais eu dans cette affaire. Après des années d'interruption, les recherches de l'épave ont repris depuis 2025. L'entreprise américaine Ocean Infinity a conclu un nouvel accord avec le gouvernement malaisien. Cet accord repose sur le principe du no cure, no fee, ce qui signifie que l'entreprise ne sera payée à hauteur d'environ 70 millions de dollars américains qu'à condition de retrouver effectivement l'épave. En d'autres termes, l'intégralité du risque financier repose sur l'entreprise, et Ocean Infinity n'aurait jamais accepté une telle condition si elle n'avait pas eu une certitude quasi totale de pouvoir retrouver l'appareil. Pour maximiser ses chances de succès le plus rapidement possible, l'entreprise a considérablement renforcé ses moyens. Au lieu d'utiliser des navires tractant derrière eux des sonars, comme lors des recherches précédentes, elle déploie désormais la technologie la plus avancée au monde. Les nouveaux navires de recherche Armada 8605 embarquent toute une flotte de véhicules sous-marins autonomes, les fameux Hugin 6000. Ces robots futuristes opèrent de manière totalement indépendante, jusqu'à des profondeurs de 6000 mètres. Mais le vrai bouleversement vient de leur nouvelle technologie, le sonar ISAS. Les systèmes sonars plus anciens ne montraient souvent les fonds marins que de manière floue et sous un angle défavorable. Les images ressemblaient un peu à une lampe torche braquée dans le brouillard. Si l'épave se trouvait derrière des rochers ou à l'intérieur d'une faille, un sonar classique n'aurait jamais pu la détecter. Mais le sonar ISAS change complètement la donne, car il fournit des images presque photoréalistes des fonds marins, au point de rendre visibles les moindres détails. Grâce à ce qu'on appelle des analyses de dérive, autrement dit l'étude des courants océaniques en lien avec les débris retrouvés jusqu'ici, ainsi qu'à de nouveaux calculs, la zone de recherche a désormais été resserrée autour d'une zone clé située entre le 34e et le 36e degré de latitude sud. Dans cette zone de 15 000 km² se trouve la Broken Ridge, une chaîne de montagnes sous-marines marquée par des canyons et des volcans. Elle est considérée comme l'un des terrains sous-marins les plus difficiles à explorer au monde. Et avec la technologie utilisée jusqu'à présent, il n'y avait pratiquement aucune chance d'y trouver quoi que ce soit. Pour vous donner une idée, on parle d'un paysage aussi accidenté que les Alpes, mais situé à plusieurs milliers de mètres sous l'eau. On y trouve des volcans éteints, des falaises abruptes et des fosses profondes aussi vastes que le Grand Canyon. Et c'est précisément ce qui posait problème lors des recherches précédentes. Les anciens sonars étaient traînés dans l'eau au bout de longs câbles et passaient tout simplement au-dessus de ces profondes fissures. Si l'épave s'était glissée dans l'une de ces failles, elle serait restée invisible. Grâce à la technologie du sonar ISAS, les robots autonomes peuvent maintenant scanner la zone mètre par mètre. Ils peuvent même plonger directement dans chaque canyon et dans chaque faille. Autrement dit, si l'avion se trouve quelque part dans cette zone, qui est, comme on l'a dit, celle vers laquelle convergent désormais tous les indices, alors pour la première fois, une technologie capable de le retrouver réellement est enfin en service, aussi difficile que soit le terrain. Alors faisons le point sur la situation actuelle. Plus de 10 ans après le début du mystère du vol MH370, nous savons que l'appareil a continué à voler pendant des heures. Nous savons, grâce aux débris, qu'il s'est disloqué dans l'océan Indien.
Nous disposons d'indices montrant que le commandant avait répété exactement cette manœuvre sur simulateur. La zone de recherche a été considérablement réduite grâce aux analyses et aux calculs. Et nous avons désormais sur le terrain des robots capables d'examiner les fonds marins, mètre par mètre, même dans les pires conditions possibles. Ce que le monde entier considérait comme un mystère insoluble depuis 2014 s'est aujourd'hui transformé en quelque chose qui ressemble presque à une certitude. C'est pourquoi de nombreux experts sont convaincus qu'il ne s'agit plus de savoir si l'appareil sera retrouvé, mais seulement quand l'un des robots Hugin découvrira l'épave. Et vous, qu'en pensez-vous? Verra-t-on enfin dans les mois qui viennent les images tant attendues venues du fond de l'océan? Et quelle est la théorie la plus folle que vous ayez entendue au sujet de cette disparition au fil de toutes ces années? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. Salut, à la prochaine!